J'ai regardé fixement le message de papa sur mon téléphone alors que j'étais assise dans mon bureau au Pacific Regional Medical Center. La lueur de mes 3 écrans d'ordinateur éclairait les mots qui n'auraient plus dû me faire mal, mais qui, d'une certaine manière, me faisaient encore mal. Ne viens pas au réveillon de Noël. Le fiancé de Marcus est chirurgien pédiatrique. Nous célébrons sa réussite. Ce serait gênant que tu sois là alors que tout le monde félicite un vrai médecin. Un vrai médecin. J'étais médecin-chef d'un centre de traumatologie de niveau 1 de 847 lits. Je supervisais 2847 professionnels de la santé. J'avais restructuré 3 systèmes hospitaliers défaillants en 7 ANS. Il y a 6 mois, Forbes Healthcare m'avait désigné comme l'un de ses 40 innovateurs de moins de 40 ans dans le domaine de la santé. L'article était encadré dans le bureau de mon assistante, car je trouvais gênant de l'exposer dans le mien. Mais pour papa, je n'étais pas un vrai médecin. J'ai répondu en tapant « compris ». Mon assistante Rebecca a frappé à ma porte. Dr Thornton, le conseil d'administration souhaite recevoir vos recommandations finales sur l'extension de la chirurgie pédiatrique avant le 2 janvier. Par ailleurs, la dernière série d'entretiens est prévue pour le 26.3 candidats pour le poste de chef de la chirurgie pédiatrique. Envoyez-moi leur dossier, ai-je dit en me retournant vers mes écrans où défilaient les données sur les résultats des patients. Je les examinerai ce soir. Ce que papa ne savait pas, ce qu'aucun d'entre eux ne savait, c'est que je n'étais pas seulement devenu médecin. J'étais devenu la personne qui décidait quel médecin était embauché dans l'un des centres médicaux les plus prestigieux de la côte ouest. En grandissant, j'ai toujours été dans l'ombre de Marcus. Il était l'enfant chéri. Charismatique, sportif, président de tout. J'étais calme, studieux. Je passais mes vendredis soirs à la bibliothèque plutôt qu'au match de football. Mon père était un représentant pharmaceutique prospère qui appréciait la personnalité et la prestance. Marcus avait les deux. Je n'avais ni l'un ni l'autre. Emma va bien. Elle étudie beaucoup. Elle a de bonnes notes, disaient certains membres de la famille lors de réunions. Marcus a été recruté par 3 écoles de première division, interrompt papa en tapant sur l'épaule de mon frère. Des bourses d'études complètes. C'est ça la vraie réussite. Lorsque j'ai été admise à l'école de médecine John Hopkins, mon père a à peine levé les yeux de sa tablette. C'est bien, chérie. Marcus, parle-leur du championnat d'État. L'école de médecine a été brutale. Je travaillais aux urgences pour compléter mes emprunts, tandis que les dépenses universitaires de Marcus étaient entièrement couvertes par papa et maman. Les bourses sportives ne couvrent pas tout, a expliqué mon père lorsque j'ai demandé pourquoi il ne pouvait pas m'aider moi aussi. Marcus doit se concentrer sur le football, pas sur le travail. J'ai terminé mes études de médecine avec 340 000 $ de dette. Marcus a obtenu un diplôme en marketing, sans aucune dette, et il travaille dans l'entreprise d'un ami de papa, où il gagne 62 000 $ par an. Je suis très fière de nos 2 enfants. Papa a publié sur Facebook cette photo de Marcus lors de la remise des diplômes et une de moi qui était floue. Mon internat en administration hospitalière et en gestion des soins de santé n'était pas de la vraie médecine, selon papa. Tu ne traites même plus les patients, a-t-il dit lorsque j'ai expliqué mon parcours. À quoi servent les études de médecine si c'est pour faire de la paperasserie? J'optimise des systèmes qui aident des milliers de patients, ai-je tenté d'expliquer. Marcus sort avec une avocate maintenant. Un cabinet très prospère au centre-ville. Cette relation a duré 4 mois. Puis il y a eu le professeur. 6 mois. Puis l'architecte. 3 mois. À chaque fois, les dîners de famille sont devenus des vitrines des réalisations de la petite amie de Marcus, tandis que je restais tranquillement assise à manger le rôti de ma mère, répondant à l'occasion à la question « Comment se passe le travail à l'hôpital ?» avec brio avant que la conversation ne revienne sur Marcus. Avec brio avant que la conversation ne revienne sur Marcus. Lorsque je suis devenu directeur des opérations cliniques au Seattle Memorial à 29 ans, mon père m'a demandé si cela signifiait que je soignais enfin à nouveau des patients. Lorsque j'ai été recruté à 32 ans comme médecin-chef à Pacific Regional, l'un des plus jeunes médecins-chefs du pays, mon père m'a dit « C'est bien. Marcus vient d'être promu directeur de compte principal. » J'ai arrêté d'essayer de partager mes réalisations. Elles ne suffiraient jamais. J'ai cessé de participer à tous les dîners de famille.
Ils l'ont à peine remarqué. J'ai acheté une maison dans les collines surplombant la ville. Une belle maison artisanale de 4 chambres avec vue sur l'eau. Je ne les ai jamais invités. Ils n'ont jamais demandé à la voir. J'ai eu des rendez-vous occasionnels, mais mon travail occupait la majeure partie de mon temps. Restructurer des systèmes hospitaliers défaillants, négocier avec les compagnies d'assurance, mettre en œuvre de nouveaux protocoles de soins aux patients. C'était un travail stimulant et utile qui sauvait des vies, même si ce n'était pas moi qui tenais le scalpel. Mais pour ma famille, j'étais Emma l'administratrice. Emma la gratte-papier. Emma qui n'était pas un vrai médecin. Ce que ma famille n'a pas vu. C'est l'empire que j'étais en train de bâtir. Le centre médical régional du Pacifique était en difficulté lorsque je suis arrivée il y a 3 ans. Les taux de satisfaction des patients étaient catastrophiques. Les taux de mortalité augmentaient. L'hôpital perdait 47 millions de dollars par an. Le précédent directeur général avait été licencié et le conseil d'administration envisageait de vendre l'établissement à un conglomérat de soins de santé. Le Dr Thornton, président du conseil d'administration, avait déclaré lors de mon entretien: nous avons besoin de quelqu'un qui puisse sauver cet hôpital. Pensez-vous pouvoir le faire? J'ai présenté un dossier de 47 diapositives décrivant exactement comment j'allais m'y prendre. Ils m'ont embauché le lendemain. En l'espace de 6 mois, j'ai restructuré tous les services cliniques. J'ai licencié 12 médecins peu performants. Ce que l'ancien directeur général avait eu trop peur de faire. J'ai recruté des spécialistes dans tout le pays. J'ai mis en œuvre des protocoles fondés sur des données probantes qui ont permis de réduire de 64% les taux d'infection nosocomiale. J'ai négocié de nouveaux contrats avec les compagnies d'assurance qui ont augmenté nos taux de remboursement. En l'espace de 18 mois, nous sommes redevenus rentables. 2 ans plus tard, nous étions l'hôpital le mieux classé de la région. Le conseil d'administration m'a accordé une prime de 340 000 $. J'ai remboursé l'intégralité de ma dette envers l'école de médecine. J'ai reçu des options d'achat d'actions d'une valeur de 1,2 million de dollars. J'ai diversifié mon portefeuille que mon conseiller financier a qualifié d'impressionnamment agressif. Mon salaire a été porté à 485 000 $ par an, auxquels s'ajoutent des primes de performance. L'année dernière, ma rémunération totale s'est élevée à 627 000 $. Mais plus que l'argent, j'avais le pouvoir. Un vrai pouvoir. Je décidais quel médecin était embauché. Quel programme recevait un financement. Quel département se développait et lesquels étaient consolidés. Les entreprises voulaient me rencontrer. Les représentants pharmaceutiques me faisaient la cour. D'autres hôpitaux ont essayé de me recruter avec des offres que j'ai poliment déclinées. J'ai siégé dans des commissions médicales. J'ai pris la parole lors de conférences sur les soins de santé. J'ai consulté des systèmes hospitaliers dans tout le pays pour des honoraires qui commençaient à 15 000 $ par jour. Et ma réputation professionnelle était impeccable. Dans la communauté médicale, les gens savaient exactement qui était le docteur Emma Thornton. Mais lors des dîners de famille, j'étais toujours Emma l'administratrice. Marcus a ramené Alexandria à la maison pour Thanksgiving. C'est une chirurgienne pédiatrique. Maman s'est extasiée au téléphone à l'avance. Certifiée par le conseil d'administration. Elle travaille au centre médical pour enfants du centre-ville. Ton père est ravi. J'y suis arrivée avec du vin et une tarte aux pommes maison. Alexandria était déjà en train de tenir sa cour dans le salon. Robe de créateur. Des cheveux parfaits. Elle racontait des histoires animées sur ses cas chirurgicaux, tandis que papa et maman étaient suspendus à chaque mot. Maman m'a dit quand je suis arrivée. Voici Alexandria Burke, la petite amie de Marcus. Elle est chirurgien pédiatrique. Enchantée, ai-je dit en lui tendant la main. Et la poignée de main d'Alexandria était molle. Elle m'a à peine regardé qu'elle est retournée vers papa. Comme je le disais. L'approche laparoscopique pour les appendicectomies pédiatriques a vraiment révolutionné notre domaine. Emma travaille aussi dans un hôpital, dit maman chaque semaine. Dans l'administration. Le sourire d'Alexandrie était poli et dédaigneux. C'est bien. Les gens qui s'occupent de la paperasserie sont tellement importants. Papa rit. Emma n'est pas du genre à mettre la main à la pâte. Elle ne l'a jamais été. Marcus a toutes les compétences de la famille. J'ai mangé tranquillement pendant qu'Alexandria décrivait une opération cardiaque complexe à laquelle elle avait participé. L'histoire était impressionnante.
Il était manifestement doué. Mais la façon dont elle insistait sur certains points. En tant que chirurgien, vous comprenez la pression. Ceux d'entre nous qui travaillent réellement avec les patients, la vraie médecine clinique, lui ont fait comprendre qu'elle avait déjà été informée de ma carrière et qu'elle ne l'avait pas trouvée satisfaisante. Après le dîner. J'ai entendu Alexandria parler à Marcus dans la cuisine. Ta sœur a l'air gentille, dit-elle, mais la phrase est restée en suspens. Emma a toujours été différente, dit Marcus. Elle n'a pas vraiment l'âme d'un menuisier, tu sais. Papa craint qu'elle n'ait gaspillé son diplôme de médecine dans des tâches administratives. Il faut de tout, dit Alexandria avec le ton charitable que l'on prend quand on parle d'une personne que l'on prend en pitié. Tout le monde n'a pas le tempérament pour s'occuper réellement des patients. Je suis parti tôt, réclamant les réunions du matin. Personne n'a essayé de me faire rester. 3 semaines plus tard, j'ai reçu un message de papa concernant le réveillon de Noël. Le 20 décembre, Rebecca est entrée dans mon bureau avec une expression étrange. Dr. Thornton, il faut que vous voyiez ça. Elle m'a tendu un CV et une candidature pour le poste de chef du service de chirurgie pédiatrique, que j'avais créé dans le cadre de notre plan d'expansion. Un poste avec une fourchette de salaire de 380 000 à 450 000 $, des avantages complets, un budget de recherche et l'accès à des installations de pointe. Le nom qui figure en haut de la page est celui du docteur Alexandria Burke. J'ai lu attentivement ses références. École de médecine Johns Hopkins, résidence en chirurgie pédiatrique à l'hôpital pour enfants de Philadelphie. 5 ans d'expérience, de solides publications, de bonnes références. Ses qualifications sont excellentes, dit Rebecca avec prudence. Elle a été retenue parmi les 3 derniers candidats. Les entretiens sont prévus pour le 26. J'ai parcouru son essai de candidature. Professionnelle. Elle s'exprime clairement. Elle parlait de sa passion pour les soins pédiatriques, de son intérêt pour la médecine universitaire, de son désir de créer un programme de chirurgie pédiatrique de classe mondiale. Elle n'avait aucune idée de l'identité du médecin-chef. La direction de notre hôpital n'était pas affichée sur le site web. C'est à dessein que j'ai fait profil bas dans les médias locaux. J'ai fait mon travail, obtenu des résultats et évité les projecteurs. La majeure partie du travail en contact avec le public était effectuée par notre PDG et notre équipe de relations publiques. Alexandria Burke avait postulé dans mon hôpital, avait passé 3 séries d'entretiens avec mon comité de recrutement et était sur le point de s'asseoir en face de moi pour son dernier entretien. C'est lors de ce dernier entretien que j'ai pris la décision finale d'embauche. Je l'ai programmé pour le 26 à 10 h du matin, ai-je dit calmement. Après les 2 autres candidats, je veux un maximum de temps avec chaque finaliste. Les yeux de Rebecca se sont mis à scintiller de compréhension. Elle travaillait pour moi depuis 2 ans. Elle savait exactement à quoi ressemblerait la veille de Noël pour moi. Nous le ferons, Dr. Thornton. J'ai passé le réveillon de Noël seul dans ma maison. J'ai fait rôtir un petit poulet. J'ai regardé de vieux films. J'ai ignoré les photos que Marcus avait postées sur Instagram. Alexandria riant avec maman, papa portant un toast à notre future belle-fille, le chirurgien à succès, la légende de Marcus. Enfin quelqu'un qui comprend à quoi ressemble le vrai succès. #Family First Diez Proudson. J'ai envoyé un texto à Marcus joyeux Noël à 21 h. Il m'a répondu à 23h47, merci M. Alex a adoré rencontrer tout le monde. Le 26 décembre est arrivé froid et clair. J'ai revêtu ma tenue de travail habituelle, costume bleu marine, chemisier crème, peu de bijoux. Ma blouse blanche était accrochée au dos de la porte de mon bureau. Mon nom brodé en fil bleu marine. Emma Thornton, docteur en médecine, médecin-chef. Les 2 premiers entretiens se sont déroulés sans problème. Les 2 candidats étaient excellents. Le docteur Raymond Chin, de Stanford, avait une expérience impressionnante en matière de recherche. Le docteur Patricia Alconco, de la Mayo Clinic, disposait de données exceptionnelles sur les résultats chirurgicaux. Rebecca s'est présentée à mon bureau à 14h47, le docteur Burke est ici pour son entretien de 15 h. Donnez-moi 5 minutes, puis amenez-la dans mon bureau. Donnez-moi 5 minutes, puis amenez-la dans mon bureau. J'ai consulté une dernière fois le dossier d'Alexandria sur mon ordinateur. Tout était en ordre. Ses références avaient été vérifiées, ses diplômes contrôlés. Ses dossiers chirurgicaux avaient été examinés.
Sur le papier, c'était une candidate exceptionnelle. J'ai fermé le dossier et j'ai attendu. À 14h52 précise. J'ai entendu des voix dans le couloir. Le ton professionnel de Rebecca. Par ici, Dr Burke. Le Dr Thornton vous attend. La voix confiante d'Alexandria. C'est un très bel établissement. Je suis vraiment ravie de cette opportunité. Le CMO a fait un travail remarquable ici, dit Rebecca. Sous sa direction, nous sommes devenus l'un des hôpitaux les mieux classés de la région. C'est merveilleux, a déclaré Alexandria. J'ai hâte de le rencontrer. Elle, corrige doucement Rebecca. Oh, bien sûr. Elles se sont arrêtées devant ma porte. À travers le verre dépoli, je pouvais voir leur silhouette. Rebecca frappa. Dr Thornton, le Dr Burke est là. Faites-la entrer. La porte s'est ouverte. Rebecca s'est écartée. Alexandria est entrée, le sourire professionnel en place, la main tendue pour une poignée de main. Elle regardait Rebecca qui parlait encore. Merci beaucoup. 4 points puis elle s'est retournée et m'a vu. Son visage est passé par plusieurs expressions en succession rapide, confusion, reconnaissance, incrédulité, avec « alors, or, bonjour, Dr Burke », ai-je dit calmement, en me plaçant derrière mon bureau. Veuillez vous asseoir. Ses yeux se sont portés sur la plaque signalétique de mon bureau. Dr Emma Thornton, médecin en chef. Puis ses yeux se sont portés sur les diplômes affichés sur mon mur. Diplôme de l'école de médecine Johns Hopkins. Certification du conseil d'administration. Article encadré de Forbes 40 Under 40. Lettre de recommandation de l'American Hospital Association. Puis à mon visage. Vous. Elle a commencé. Sa voix s'est étranglée. Votre. Le médecin-chef, oui. J'ai fait un geste vers la chaise en face de mon bureau. Asseyez-vous, Dr Burke. Nous avons beaucoup de choses à nous dire. Elle n'a pas bougé. Son visage est devenu pâle. Emma. Je ne savais pas. Je veux dire. Je n'en avais aucune idée. Que le gratte-papier était la personne avec qui tu allais passer l'entretien? Je me suis assise, croisant les mains sur mon bureau. Oui, je l'avais compris. On commence? Il le faut. Elle regarde la porte. Puis-je avoir un moment? Vous pouvez avoir plusieurs moments si vous en avez besoin, ai-je dit. Mais vous devez savoir que cet entretien est enregistré à des fins d'assurance qualité, comme indiqué dans les documents que vous avez signés. L'enregistrement a commencé lorsque vous êtes entré dans cette pièce. Son visage s'est complètement vidé de ses couleurs. Asseyez-vous, Dr Burke. Ses mains tremblaient. J'ai ouvert son dossier. Commençons par vos qualifications. Un CV très impressionnant. Johns Hopkins, c'est là que je suis allé aussi. Comment avez-vous trouvé le programme? C'était excellent. Sa voix était à peine supérieure à un murmure. Votre résidence à l'hôpital pour enfants de Philadelphie. C'est un excellent programme. Vous avez travaillé avec le Dr Morrison? Oui. Lui et moi avons fait partie d'un groupe de travail ensemble il y a 2 ans. Excellent chirurgien. Je vais l'appeler pour vérifier ses références. J'aime passer des appels personnels avec tous les candidats finaux. Je suis sûre qu'il aura des choses merveilleuses à dire. Les mains d'Alexandria s'accrochent à son sac à main. Dr Thornton, je pense que nous devrions le faire. Parlons de vos résultats chirurgicaux, ai-je poursuivi en me tournant vers les données. J'ai examiné vos registres du Children's Medical Center. 347 procédures sur 5 ans. Le taux de complication est de 2,1%. C'est légèrement supérieur à la moyenne nationale de 1,8% pour la chirurgie pédiatrique. Pouvez-vous me présenter vos initiatives d'amélioration de la qualité pour y remédier? Elle m'a regardé fixement. Le taux de complication se situe dans une fourchette acceptable. L'acceptable n'est pas ce que nous faisons ici, Dr Burke. Nous visons l'exceptionnel. Au Pacifique régional, notre taux de complication chirurgicale est de 0,9% dans tous les services. Le chef du service de chirurgie pédiatrique devra non seulement atteindre, mais aussi dépasser les normes nationales.
Je l'ai noté dans son dossier. Quelle stratégie mettriez-vous en œuvre pour améliorer vos résultats? Dr Thornton, sa voix était plus forte maintenant, teintée de désespoir. Pouvons-nous parler, s'il vous plaît? De quoi, Dr Burke? De la question de savoir si vous êtes qualifié pour ce poste, parce que c'est l'objet de cet entretien. Il s'agit d'un poste avec un salaire annuel de 420 000 $, un budget de recherche de 150 000 $ et la possibilité de mettre en place un programme à partir de 0. C'est le genre de poste qui définit une carrière. Alors oui. Parlons-en pour savoir si vous êtes la bonne personne. Elle a tressailli. Je suis passé à la page suivante. Votre essai de candidature mentionne votre passion pour la médecine universitaire. Parlez-moi de votre programme de recherche. Je me suis concentré sur les techniques peu invasives. Oui, j'ai vu vos publications. 2 articles au cours des 3 dernières années, tous 2 dans des revues de niveau moyen. Le chef du service de chirurgie pédiatrique de Pacifique Régional devrait publier dans des revues de premier plan. JAMA Surgery, New England Journal of Medicine, Annal of Surgery. On attendrait de lui qu'il obtienne des subventions compétitives. On attendra d'eux qu'ils encadrent les résidents et les boursiers. J'ai levé les yeux vers elle. Avez-vous de l'expérience dans le développement de programmes de bourse? Une expérience limitée, mais limitée. J'ai pris une autre note. Ce poste exige une personne capable de se mettre au travail. De créer non seulement un service chirurgical mais aussi un département universitaire, d'avoir une vision, des compétences en matière de leadership et la réputation nécessaire pour attirer les meilleurs talents. J'ai fermé son dossier. Dites-moi pourquoi vous pensez être cette personne. Et la mâchoire d'Alexandrie s'est crispée. Je la voyais essayer de choisir entre la colère et la panique. J'ai 5 ans d'excellente expérience clinique. Une expérience clinique supérieure à la moyenne, ai-je corrigé. Vos résultats sont bons, Dr Burke. Pas excellents. Ils sont bons. Et cet hôpital ne se contente pas de ce qui est bon. J'ai travaillé dans un hôpital de proximité, dit-elle, la chaleur entrant dans sa voix. Les ressources du Children's Medical Center sont limitées par rapport à un endroit comme celui-ci. Le docteur Alconco vient de la clinique Mayo? Ai-je dit. Le docteur Chin vient de Stanford. Tous 2 ont publié des articles dans des revues de premier plan. Tous 2 ont développé des techniques chirurgicales innovantes. Tous 2 ont encadré des dizaines de résidents. Tous 2 ont des taux de complications inférieurs à 1%. Je me suis adossé à ma chaise. Vous êtes en concurrence avec les meilleurs, Dr Burke. Il faut que vous me disiez pourquoi je devrais vous choisir plutôt que. Elle s'est levée brusquement. Vous savez quoi? J'ai clairement un problème personnel. Asseyez-vous, Dr Burke. Ma voix n'était pas forte. Je n'avais pas besoin de l'être. C'était la voix qui avait renvoyé des médecins inadéquats. La voix qui avait restructuré des services entiers. Et la voix que les administrateurs des hôpitaux du pays payaient 15 000 $ par jour pour entendre. Elle s'est assise. Permettez-moi d'être très clair, ai-je dit. Ma vie personnelle et mes responsabilités professionnelles sont complètement séparées. Vous êtes évalué uniquement sur la base de vos qualifications, de votre expérience et de votre capacité à diriger un service de chirurgie pédiatrique. Et si vous estimez que la procédure n'est pas équitable, vous pouvez retirer votre candidature. Je ne veux pas me retirer. Alors répondez à la question, pourquoi devrais-je vous engager? Elle prend une respiration tremblante. Je suis une bonne chirurgienne. Je me soucie de mes patients. Je veux construire quelque chose de significatif. C'est aussi le cas des autres candidats. J'ai rouvert son dossier. Parlons du leadership. Avez-vous déjà dirigé une équipe de plus de 2 résidents? Non, mais, avez-vous déjà été responsable du budget d'un service? J'ai participé à l'achat d'équipements. Avez-vous déjà recruté des médecins dans des établissements concurrents? Non. Avez-vous déjà négocié avec des compagnies d'assurance pour obtenir de meilleurs taux de remboursement pour des procédures complexes? Ce n'est pas typiquement la responsabilité d'un chirurgien. C'est le cas ici. Le chef du service de chirurgie pédiatrique aura l'entière responsabilité du bilan de son service. Il devra le gérer comme une entreprise tout en maintenant les normes cliniques les plus élevées. Je l'ai regardé directement. Dr Burke,
vous êtes un chirurgien adéquat qui postule à un poste de direction exigeant l'excellence. Vos compétences cliniques sont satisfaisantes, mais votre expérience en matière de direction est minime. Votre portefeuille de recherche est mince. Vos résultats sont tout simplement acceptables. Et vous n'avez pas prouvé que vous compreniez ce qu'il faut pour créer et diriger un service dans un centre médical d'élite. Son visage rougit. C'est à cause de Marcus. Cela n'a rien à voir avec Marcus, ai-je dit froidement. Il s'agit de savoir si vous êtes qualifié pour ce poste. Et d'après cet entretien, je ne suis pas convaincu que vous le soyez. Vous me punissez à cause de votre famille. Je vous évalue sur la base des mêmes critères que ceux que j'utilise pour chaque candidat. Je me suis levé. Dr Burke, je pense que nous avons terminé. Attendez. Elle s'est levée aussi, la panique se lisant clairement sur son visage. S'il vous plaît. J'ai besoin de ce travail. L'opportunité à Pacifique Régional. C'est incroyable. Je sais que je me suis mal exprimée à Thanksgiving. Il ne s'agit pas de Thanksgiving. Mais je suis un bon médecin. Je le suis vraiment. Je me soucie de mes patients. Je travaille dur. J'ai juste besoin d'une chance de faire mes preuves dans un hôpital comme celui-ci. Un hôpital comme celui-ci a besoin de médecins qui ont déjà fait leurs preuves, ai-je dit. Nous n'avons pas le temps de donner aux gens des chances de se rattraper. Vous ne pouvez pas me rejeter à cause d'un repas de famille. Je peux vous rejeter parce que vos qualifications ne répondent pas à nos critères. J'ai marché jusqu'à la porte, je l'ai ouverte. Rebecca attendait dans le couloir. Rebecca, veuillez raccompagner le Dr Burke. Notre entretien est terminé. Dr Thornton, merci pour votre temps, Dr Burke. Nous prendrons notre décision finale d'embauche d'ici le 2 janvier. Vous recevrez une notification par email dans les 2 cas. Elle n'a pas bougé. Ses yeux étaient remplis de larmes. S'il vous plaît, ne faites pas ça. Rebecca. Mon assistante s'est avancée. Dr Burke, par ici s'il vous plaît. Alexandria m'a regardé une dernière fois. Marcus va la prendre, J'en suis sûre, ai-je dit calmement. Au revoir, Dr Burke. Elle est sortie, Rebecca la guidant vers les ascenseurs. J'ai entendu sa voix monter dans le couloir. C'est de la discrimination. Elle ne peut pas faire ça à cause de sa personnalité. J'ai fermé ma porte. Mes mains étaient parfaitement stables lorsque je suis retournée à mon bureau et que j'ai ouvert mon courrier électronique. J'ai tapé rapidement, au comité de recrutement du conseil d'administration objet, chef du service de chirurgie pédiatrique, recommandation finale date. 26 décembre 2007. Après les entretiens finaux avec les 3 candidats, je recommande que nous fassions une offre au Dr Patricia Okonkwo. Ses qualifications. Son expérience en matière de leadership et son portefeuille de recherche font d'elle la candidate la plus solide. Le Dr Chin est un excellent second choix si le Dr Okonkwo décline l'offre. Le Dr Burke ne répond pas à nos critères pour ce poste. Je ne recommande pas de lui faire une offre. Des notes d'entretien détaillées et des matrices d'évaluation sont jointes en annexe. Je serai disponible pour discuter de cette recommandation lors de la réunion du conseil d'administration de demain. Avec mes salutations, Emma Thornton, MD Chief Medical Officer. J'ai appuyé sur envoyer. Mon téléphone a sonné à 17h47. Marcus. Je l'ai laissé sur la boîte vocale. Il a rappelé à 18h02. À nouveau à 18h15. À 18h23, la notification de la messagerie vocale est apparue. J'ai mis le haut-parleur. Emma, qu'est-ce que tu as fait? Alexandria est rentrée à la maison en pleurant. Elle a dit que tu avais saboté son entretien à cause d'une rancune familiale. C'est insensé. Tu ne peux pas mélanger famille et travail comme ça. Rappelle-moi. Maintenant. J'ai effacé le message vocal. À 19h14, maman a appelé. Emma Honey. Alexandria est très contrariée. Elle dit que tu as été hostile pendant son entretien. Je sais que vous êtes parti du mauvais pied, mais c'est la fiancée de Marcus. Tu ne peux pas l'aider à obtenir le poste, pour la famille. J'ai raccroché sans répondre. À 20h02, papa a appelé. J'ai répondu,
Emma, je viens d'apprendre ce qui s'est passé. Il faut que tu arranges ça. Bonjour, papa. Comment s'est passé ton réveillon de Noël? Ne fais pas le malin. Alexandria a dit que tu avais été horrible avec elle pendant l'entretien. Que tu lui avais posé des questions impossibles et que tu l'avais fait se sentir incompétente. Je lui ai posé des questions standards pour un poste de chef de service. C'est une chirurgienne qualifiée. C'est une chirurgienne suffisamment qualifiée, avec une expérience minimale en matière de direction, inférieure à la moyenne et un mince portefeuille de recherche. Elle n'est pas qualifiée pour le poste. Vous la rejetez parce qu'elle sort avec Marcus. Je la rejette parce qu'elle ne répond pas à nos critères, ce qui est mon travail en tant que médecin-chef. Silence à l'autre bout du fil. Alors, médecin-chef, stat, c'est mon titre, et ce depuis 3 ans. Je me suis dit, vous avez dit que vous étiez dans l'administration, point. Je suis dans l'administration. Je suis le médecin-chef. Je dirige l'ensemble des opérations cliniques d'un hôpital de 847 lits. Je supervise 2847 employés. Je prends les décisions d'embauche et de licenciement pour chaque poste clinique, y compris les chefs de service. J'ai gardé la même voie. Alexandria Burke a postulé pour un poste dans mon hôpital. Je lui ai fait passer un entretien. Elle n'est pas qualifiée. Fin de l'histoire. Emma, tu ne peux pas faire ça. Elle va devenir une famille. Alors elle aurait dû être plus prudente en rejetant les fonctions administratives comme juste de la paperasse et les gens comme moi comme pas de vrai docteur. J'ai fait une pause. À ton avis, quelle part de son processus d'entretien concernait ses qualifications, et quelle part consistait à supposer qu'elle pouvait tirer parti d'un lien familial dont elle ne connaissait même pas l'existence? Ce n'est pas juste. Ce qui n'est pas juste, c'est d'attendre de moi que je compromette mes normes professionnelles pour que votre future belle-fille se sente mieux dans sa peau. J'ai 2 autres candidats qui sont vraiment excellents. Je vais engager l'une d'entre elles. Votre mère et moi sommes très déçus. Je n'en doute pas. Je t'ai déçu toute ma vie. Cela ne change rien. Je me suis levée de mon canapé, j'ai marché jusqu'à ma fenêtre qui donnait sur la ville. Papa, il faut que j'y aille. J'ai une matinée où je dois présenter ma recommandation d'embauche. Emma. Bonne nuit, papa. J'ai raccroché. Les appels téléphoniques se sont poursuivis toute la soirée. Marcus a laissé 3 autres messages vocaux, tous plus furieux les uns que les autres. Maman a envoyé une série de textos allant de la supplication, s'il te plaît, reconsidère pour l'unité de la famille, à l'accusation, c'est cruel et mesquin. À 21h47, un numéro que je n'ai pas reconnu a appelé. J'ai répondu. Dr Thornton? Une voix de femme? Tremblante de rage. C'est Alexandria Burke. Vous ne pouvez pas faire ça. Je vais déposer une plainte. Avec qui? J'ai demandé calmement. Le conseil d'administration? Je leur fais directement rapport et il se fie implicitement à mes recommandations d'embauche. Le conseil d'administration de l'ordre des médecins, j'ai mené un entretien professionnel et pris une décision d'embauche sur la base des qualifications. Les ressources humaines? L'entretien a été entièrement enregistré et mes questions étaient identiques à celles posées à tous les candidats. J'ai fait une pause. Dr Burke, si vous déposez une plainte, elle sera examinée. Cet examen montrera que vous avez supposé que des relations personnelles pouvaient se substituer aux qualifications professionnelles. Ce n'est pas un discours qui va aider votre carrière. Tu fais ça parce que tu es jaloux. Je le fais parce que vous n'êtes pas qualifié. Si vous étiez exceptionnel, je vous aurais embauché sans tenir compte de vos antécédents personnels. Mais vous n'êtes pas exceptionnel. Vous êtes dans la moyenne. Et je n'embauche pas les moyennes. Elle pleurait maintenant. Je suis un bon chirurgien. Alors vous trouverez un poste qui correspond à vos compétences. Mais pas ici. J'ai gardé une voix neutre, professionnelle. Je vous suggère de vous concentrer sur l'amélioration de vos résultats, de développer votre portefeuille de recherche et d'acquérir de l'expérience en matière de leadership. Dans 5 ans, si vous avez accompli ces tâches, vous pourrez postuler à nouveau. 5 ans. Bonne chance, Dr Burke.
J'ai raccroché. 27 décembre, 9 heures. Salle de conférence du conseil d'administration à l'étage des cadres. 12 membres du conseil, notre PDG, notre directeur financier et moi. Dr Thornton, dit le président du conseil. Présentez-nous votre recommandation pour le poste de chef du service de chirurgie pédiatrique. J'ai ouvert ma présentation. 3 diapositives pour chaque candidat. Titre de compétences, résultat de l'entretien, évaluation. Le Dr Chin est excellent. Formé à Stanford, techniques chirurgicales innovantes, recherche solide. C'est un candidat solide. Le Dr Akonko est exceptionnel. Résultats exceptionnels à la Mayo Clinic, leadership avéré, programme de recherche établi. Je la recommande vivement. Et le Dr Burke, demande l'un des membres du conseil d'administration. Je vois qu'elle est arrivée en finale. Le Dr Burke possède des compétences cliniques adéquates, mais n'a pas l'expérience de direction ni le profil de recherche requis. Son taux de complications chirurgicales est supérieur de 2,1% à notre objectif. En 5 ans. Elle a publié 2 articles dans des revues de niveau moyen. Elle n'a aucune expérience de la gestion de budget ou d'équipe de plus de 2 résidents. Elle ne répond pas à nos critères. Je propose que nous fassions une offre au Dr Akonko à $420 000 par an, plus les avantages sociaux standards et le budget de recherche. Tout le monde est d'accord. Approbation à l'unanimité. Le Dr Thornton doit contacter le Dr Akonko dès aujourd'hui. Il faut que cela se fasse. La séance est levée à 9h47. J'appelle le Dr Akonko de mon bureau à 10h15. Dr Akonko, voici le Dr Emma Thornton du Centre médical régional du Pacifique. J'ai le plaisir de vous proposer le poste de chef du service de chirurgie pédiatrique. Il accepte sur le champ. Le prochain dîner de famille était prévu pour le réveillon du Nouvel An. Je n'avais pas prévu d'y aller, mais maman m'a appelé et m'a dit, s'il te plaît. Viens. Nous avons besoin de parler en famille. J'arrive à 18h. La tension est immédiate. Marcus était furieux. Tu as saboté la carrière d'Alex. J'ai pris une décision d'embauche basée sur les qualifications. Vous l'avez humilié. Je l'ai interrogé de la même manière que tous les autres candidats. Le père est intervenu. Emma, tu aurais pu l'aider. L'aider en embauchant quelqu'un de sous-qualifié. Ce n'est pas comme ça que je fais mon travail. Elle va faire partie de la famille. Marcus s'est écrié. Alors elle aurait dû y penser avant de rejeter ce que je fais comme de la paperasse et d'insinuer que je n'étais pas un vrai médecin. Maman se tordit les mains. On ne peut pas tous s'entendre? Je m'entends bien avec les gens qui me respectent, ai-je dit. Alexandria ne me respectait pas. Elle l'a dit clairement à Thanksgiving. Maintenant? Elle a appris que la personne qu'elle a congédiée avait en fait le pouvoir sur la trajectoire de sa carrière. Ce n'est pas mon problème. C'est le sien. Tu es vindicative. Marcus a crié. Je me suis tourné vers lui. Laisse-moi te poser une question, Marcus. Alexandria t'a-t-elle parlé de son taux de complications chirurgicales? De ses recherches limitées? De son manque d'expérience en matière de leadership? Ou t'a-t-elle juste dit que j'étais méchant avec elle? Il hésite. Elle a dit que vous posiez des questions impossibles. J'ai posé des questions sur ses initiatives d'amélioration de la qualité, son programme de recherche et sa philosophie de direction. Les mêmes questions que je pose à tous les candidats au poste de chef de service. Elle n'a pas pu y répondre correctement parce qu'elle n'y a pas réfléchi. Elle s'est contentée d'un rendement adéquat dans un hôpital communautaire. Et elle pensait qu'un poste prestigieux lui tomberait tout cuit dans le bec parce qu'elle avait de bons antécédents. J'ai regardé autour de moi. J'ai construit la réputation de cet hôpital. Je ne vais pas l'abîmer en embauchant quelqu'un de sous-qualifié juste parce qu'elle sort avec mon frère. Elle est dévastée, dit maman à voix basse. Elle en tirera les leçons et fera mieux la prochaine fois. C'est comme ça que les carrières fonctionnent. Le visage de papa était rouge. Tu as toujours été difficile, Emma. Tu as toujours pensé que tu étais meilleure que tout le monde. Il n'y a pas de dette. Je suis juste meilleure. Dans mon travail. Ce que tu saurais si tu y avais prêté attention. J'ai pris mon sac à main. Je suis venue parce que maman me l'a demandé. J'ai dit ce que j'avais à dire.
Je pars maintenant. Emma, attends. Maman a commencé. J'ai fini d'attendre? Maman. J'en ai assez d'être invisible. J'en ai assez d'être rejetée. Je suis médecin-chef dans l'un des meilleurs hôpitaux de la région. Je gagne plus en un an que papa n'a jamais gagné. J'ai fait l'objet d'un article dans Forbes.je prend la parole lors de conférences nationales. Je sauve des vies en créant des systèmes qui aident des milliers de patients. Et aucun d'entre vous ne m'a jamais posé de questions à ce sujet. Pas une seule fois. Je regarde Marcus. Tu veux être en colère contre quelqu'un? En veux-tu à toi-même de sortir avec quelqu'un qui juge les gens en fonction de leur titre de poste et non de leur caractère? En colère contre Alexandria qui pense que les relations comptent plus que les compétences. Mais ne m'en veux pas parce que je fais mon travail avec intégrité. Je suis sorti. Marcus m'a suivi jusqu'à ma voiture. Alex et moi allons probablement rompre à cause de ça. Non. Marcus. Vous allez probablement rompre parce qu'elle est embarrassée et qu'elle cherche quelqu'un à blâmer. Si elle était quelqu'un de bien, elle prendrait ça comme une expérience d'apprentissage. J'ai déverrouillé ma voiture. Mais ce n'est pas mon problème. C'est le tien. Je n'arrive pas à croire que tu es ma sœur. Je n'arrive pas à croire qu'il t'ait fallu 35 ans pour réaliser que je suis bonne dans ce que je fais. Je suis montée dans ma voiture. Bonne année, Marcus. Le docteur Patricia Alconco a commencé à travailler pour Pacifique Régional le 1er février. En 3 mois. Elle a mis en place un programme de chirurgie pédiatrique qui est devenu le centre de référence régional. Nos résultats en matière de chirurgie pédiatrique sont devenus les meilleurs de l'État. Alexandria Burke est restée au Children's Medical Center. J'ai appris par le biais de réseaux professionnels qu'elle avait commencé à se concentrer davantage sur l'amélioration de la qualité et qu'elle suivait une formation complémentaire en leadership. Tant mieux pour elle. Marcus et Alexandria ont rompu en mars. Selon sa mère, Alexandria avait besoin d'espace pour se concentrer sur sa carrière. Marcus a profité de cette expérience pour réfléchir à ce qu'il voulait vraiment. En avril, j'ai été promue vice-présidente exécutive des opérations cliniques, avec un salaire de $645 000 et des responsabilités élargies à l'ensemble de notre système de santé. 4 hôpitaux. 23 cliniques. Forbes Healthcare a publié un article de fond. Emma Thornton a construit l'un des systèmes hospitaliers les plus performants d'Amérique. J'ai été interviewée pendant 6 heures. L'article faisait 12 pages. Mon père m'a envoyé un texto à la sortie de l'article. J'ai vu l'article de Forbes. Très impressionnant. On peut déjeuner ensemble? Je lui ai répondu par texto. Je suis libre mardi à midi. À mon bureau. Il est venu. Il a vu la vue depuis l'étage de la direction. Il a vu mon nom sur la porte. Il a vu les récompenses sur mon mur. Il a vu l'équipe de personnes qui me rendaient compte, toute m'appelant Dr Thornton avec un respect sincère. Je ne savais pas, a-t-il dit à voix basse en mangeant nos sandwichs dans la salle à manger de la direction. Je ne savais rien de tout cela. J'ai essayé de vous le dire. Pendant des années. Tu n'as pas écouté. Je pensais. Il s'est interrompu. Je pensais que tu n'étais qu'une administration. Comme un directeur d'hôpital. Je suis directeur d'hôpital. Je gère les opérations cliniques d'un système de 4 hôpitaux. C'est ce que fait un médecin-chef. J'ai bu une gorgée d'eau. Vous pensiez que l'administration signifiait remplir de la paperasse parce que vous ne compreniez pas ce que le travail impliquait réellement. Tu as préféré le travail de marketing de Marcus à mon rôle de restructuration des systèmes hospitaliers en faillite parce que l'un te semblait plus prestigieux que l'autre. J'avais tort. Oui, tu avais tort. Nous avons mangé en silence pendant quelques minutes. On peut recommencer, demande papa. Non, J'ai répondu. On peut partir d'ici. De la vérité. Je ne suis plus la fille invisible. Je ne suis plus le médecin qui n'est pas réel. Je suis le docteur Emma Thornton et j'ai construit quelque chose de remarquable. Et si vous voulez faire partie de ma vie, vous devez respecter cela. Tu dois me voir. Je vous vois maintenant. Bien, ai-je dit. C'est un début. Peu à peu,
maman a commencé à me poser de vraies questions sur mon travail. Pas seulement, comment se passe ton travail à l'hôpital? Mais, parle-moi du projet de restructuration dont tu as parlé, et qu'est-ce qu'un médecin-chef fait vraiment? Marcus a mis plus de temps. Mais il a fini par appeler. Je suis désolé, a-t-il dit. De n'avoir jamais demandé. De ne pas m'en être soucié, d'avoir supposé que votre travail était moins important que le mien. Merci, ai-je dit. Puis-je vous inviter à dîner? Que vous me parliez de votre travail. J'aimerais bien. Nous nous sommes rencontrés la semaine suivante. J'ai parlé pendant 3 heures des systèmes hospitaliers, des résultats pour les patients, des défis en matière de leadership, de la satisfaction de sauver une institution en difficulté. Il m'a écouté. Je n'en avais aucune idée, a-t-il dit. Je ne savais pas que vous faisiez tout cela. Je sais. J'ai été un terrible, tu étais un frère inconscient. Mais tu es là maintenant. Ça compte pour quelque chose. La dynamique familiale ne s'est pas améliorée comme par magie. Ces choses-là n'arrivent jamais. Mais elle a changé. Totalement. Progressivement. J'ai posé des limites. Je me suis présentée quand je le voulais. Pas quand on l'attendait de moi. J'ai parlé de mon travail quand on me le demandait et je suis partie quand la conversation devenait dédaigneuse. J'ai construit la vie que je voulais. La carrière que j'avais gagnée. Le respect que je méritais. Et lorsque les gens me demandaient ce que je faisais dans la vie, je ne minimisais plus. Je suis médecin-chef et vice-président exécutif des opérations cliniques du Pacific Regional Health System. Je supervise les opérations cliniques de 4 hôpitaux et de 23 cliniques. J'ai construit des systèmes qui sauvent des vies. La plupart des gens ont été impressionnés. Ma famille a fini par l'être aussi. Mais la personne la plus importante qui a été impressionnée? Moi. Je me suis regardée dans le miroir et j'ai vu le docteur Emma Thornton. Pas la fille invisible, pas la gratte-papier, pas le docteur pas réel, le vrai docteur qui a bâti un empire pendant que tout le monde était trop occupé à l'écarter pour le remarquer. Et c'était suffisant. You don't have to think about a single thing right now. For once, your thoughts are quiet. Your brain is silent. Your brain has been hijacked, taken over, and melted right down. Does it make you want to close your eyes? Do you feel how it makes your eyelids feel heavier and heavier? Just begging to doze off.